Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale de votre magazine À vous de convaincre. Aujourd'hui, nous recevons Dr Somsé, ministre de la Santé et de la Population en République centrafricaine. Bonjour, docteur. Bonjour. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. Et accompagné de M. Kara Soli. Bonjour, Kara. Oui, bonjour, Roka. Merci d'être là. Merci. Une édition spéciale. Donc, nous profitons de l'arrivée du ministre de la Centrafrique ici à Paris pour le forum mondial pour la souveraineté et l'innovation en matière de vaccins, pour l'inviter sur notre plateau. Tout à fait. Donc, voilà, avant de rentrer, le docteur, le ministre de la Santé, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on aille sur le terrain avec la régie. En cette ruelle de Bangui, Guimet, jeune chauffeur de taxi, vient d'avoir un accident. Je suis en train de souffrir de mon pied là. Je ne sais pas comment je peux faire. Il s'est rendu ce matin chez Médecins sans frontières, seul endroit où l'on peut être soigné vite et gratuitement. Dans un hôpital public, un examen du pied coûte entre 30 et 50 euros. Une fortune pour ce jeune chauffeur. Alors, les ONG prennent le relais. Carmen Solé, infirmière en chef, reçoit des dizaines de patients chaque jour. Nous avons les blessures par balle. Nous avons également les blessures par armes blanches, telles que les coups de machette, les coups de couteau, tout ça. Des blessés qui refusent d'aller à l'hôpital public, comme cette femme traitée aux urgences pour une fracture ouverte. Ce qui fait décourager les patients également, parfois, c'est les files d'attente. Quand ils arrivent, il y a beaucoup de monde. Les personnes quittent même les provinces pour arriver d'abord sur l'hôpital Sika. En Centrafrique, 60% de la population a besoin d'aide humanitaire pour survivre. Alors, pour gagner un peu d'argent, certains s'improvisent chauffeurs de moto-taxi et prennent tous les risques. Dans cette aile de l'hôpital se trouvent les grands blessés. Priva est ici depuis un mois déjà. La maison, la nourriture, la santé, tout ça a été bien parce que je suis un conducteur de moto. Maintenant, tout est bloqué parce que je suis à l'hôpital. Moi, je n'ai pas de soutien. Mon père ne travaille plus. Maintenant, on m'a mis ici parce que ici, tout est gratuit. Mais impossible d'accueillir tout le monde. Carmen est parfois obligée de faire le tri. Nous avons également le service qui s'occupe de tous ces patients qui arrivent, que ce soit les cas qui répondent aux critères, ceux qui ne répondaient pas aux critères. Malheureusement pour Guimet, le jeune chauffeur de taxi qui a eu un accident ce matin, son cas n'est pas assez grave pour être pris en charge. Je voulais que je me prenne mon sein, il dit qu'il ne prend pas ici, alors il fallait que je parte au niveau du communautaire. Je n'ai pas de l'argent pour partir là-bas, c'est pour ça que j'attends ici alors. L'hôpital de l'ONG accueille environ 1 millier de patients chaque mois. En attendant que le système de santé centrafricain se remette des guerres civiles qui ravagent le pays depuis 20 ans. Merci. En tout cas, merci pour ce petit reportage réalisé par nos confrères de TV5 Monde. Alors, je vais me tourner du côté du ministre Somsé, docteur. Alors, nous venons de suivre ce reportage avec les Médecins sans frontières. Est-ce que vous pouvez nous donner une vue d'ensemble de l'état actuel des hôpitaux et des infrastructures de santé dans votre pays? Merci. Bon, mais vous me demandez trop. L'état d'ensemble des infrastructures et des hôpitaux peut prendre toute une journée ou 1 heure de temps dans le cadre de cette émission. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au sortir de la crise, en 2016, un tiers des formations sanitaires étaient soit vandalisées ou détruites. Il n'y avait pas de médicaments. Il manquait des intrants, notamment en matière de traumatologie. La prise en charge des blessés, des accidents de la route était faite par les humanitaires. À l'hôpital communautaire, c'était le CICR qui avait doté cet hôpital de tout ce qu'il fallait. Donc la prise en charge était gratuite à cette époque-là. Et il y avait aussi MSF avec son centre à Sika, qui prenait en charge les blessés. Prenait en charge les blessés. Et il faut dire que la plupart du pays était couvert par des actions des humanitaires. Et donc, graduellement, avec la sortie de crise, l'État reprend en main la gestion de ces hôpitaux-là. De nouvelles formations sanitaires soient construites ou soient réhabilitées.
le personnel, du nouveau personnel est recruté et on peut estimer de façon générale en 2016 ce qu'on appelle l'indice de couverture sanitaire universelle, environ 7%, 8%. Pour une population de 6 500 000 habitants. Oui, aujourd'hui, cet indice, en 2021, c'est un indice, sur la base des données de 2020-2019, cet indice était à 30%, 32%. Ça veut dire qu'un progrès a été fait au fur et à mesure qu'on sort de crise. Un progrès a été fait pour améliorer l'accès aux services. Alors, donc, on peut dire qu'on a des problèmes surtout les grandes composantes du système de santé, en commençant par le personnel. Effectivement, c'est sur ça que je voulais vous poser la question. Quels sont les principaux défis auxquels le système de santé en République centrafricaine se confronte actuellement? Bon, les défis sont environ de 7 ordres. Le premier est celui du personnel, comme je veux dire. Le premier grand défi, c'est le personnel. Avec la crise, on a eu soit donc une fuite de personnel par exode, et soit un arrêt du recrutement du personnel par manque de ressources de l'État. L'intégration s'est arrêtée. Et non seulement l'intégration s'est arrêtée, mais la formation s'est presque arrêtée. La formation du PSL s'est arrêtée. Et cela nous a amené à la plus grosse difficulté de notre système de santé aujourd'hui en République centrafricaine, c'est la crise du personnel. Donc l'État, le président de la République, s'est attaché à résoudre ce problème particulièrement en faisant appel aux partenaires pour avancer, en quelque sorte avancer la prise en charge, le financement de la prise en charge des salaires, en attendant que l'État ait la possibilité de les intégrer. Et cet appel a été largement entendu, ce qui a permis de recruter 1 millier de personnels de santé. C'est un progrès en fait. C'est un important progrès. Oui. Mais on s'est heurté, on a les ressources, l'appel du président a été largement entendu, mais on s'est heurté à la carence du personnel. Parce que quand vous entendez qu'on n'intègre pas, ce n'est pas vrai dans le cadre de la santé. Ce n'est pas vrai. Parce que le moment où on a reçu des ressources, on a reçu des promesses, même des engagements de partenaires de recruter, on n'avait plus le personnel. En fait, c'était tout simplement par carence de production. Et pour ça, pour résoudre ce problème, le président a décidé de construire des écoles régionales pour la formation d'infirmiers, d'infirmières, de sages-femmes, d'assistantes accoucheuses. Une école sera construite dans les 7 régions, à la base de chaque région. Dans les 7 régions que dispose la République centrafricaine. Exclu Bangui, parce que Bangui a des infrastructures, mais dans les 6 autres régions, oui. Il y aura une école. On a déjà même à Bria, par exemple, dans la région 5, il y a déjà une école qui a démarré. La construction de ces écoles a démarré. Il fallait trouver les ressources. Les ressources sont là. La construction de ces écoles a démarré. Et donc, on a également permis à certains partenaires de créer des écoles. C'est le cas de la Croix-Rouge, qui a une école d'infirmières. Il y a 7 infirmiers et d'infirmières. C'est cette école qui nous approvisionne aujourd'hui en personnel. Parfois, on les recrute avant qu'ils ne soutiennent leur mémoire. Leur mémoire. Ouais, donc, le problème du personnel, on a aujourd'hui, cette carence peut être résumée aujourd'hui à 7 personnels qualifiés pour 10 000 habitants contre 23 au moins qualifiés pour 10 000 habitants que demande l'OMS. Ouais, donc ça, c'est l'un de nos problèmes. Le problème de médicaments. Il n'y a pas de médicaments dans nos formations sanitaires. Nous étions parmi les pays qui étaient en tête concernant la mise en œuvre de l'initiative de Bamako, là où toutes les formations sanitaires sont dotées de médicaments essentiels. À une certaine époque, et j'étais directeur de santé communautaire à cette époque-là, c'était les années 90, 96, 97, 98, 2000.
on avait des médicaments dans les hôpitaux, il y avait ce qu'on appelle le recouvrement de coûts. Hein. Mais avec les crises qui se sont succédées, il y a eu une vandalisation de tous ces médicaments. Les hôpitaux ont été vidés. Hein. Donc aujourd'hui, il s'agit de doter ces hôpitaux en médicaments et les dispositions sont à court. Avec, donc encore une fois, le gouvernement a maintenant commandé des médicaments pour doter, d'ici la fin de l'année, presque toutes nos formations sanitaires en médicaments essentiels. Il y a l'infrastructure, l'état de l'infrastructure qui est donc aussi à déplorer, comme je l'ai dit, mais beaucoup d'efforts ont été faits entre-temps pour améliorer le plateau technique. Par exemple, si vous prenez la traumatologie, il y a eu l'État a doté de l'hôpital communautaire d'une nouvelle radio digitale, alors qu'il y avait avec la radio de type analogique. Vous avez pris des décisions pour fermer certains non, centres mais de santé? je n'ai rien fermé. Vous n'avez rien fermé. C'est l'inquiétude de la population. Oui, mais on n'a rien fermé. Ça, je ne veux pas trop parler de ça parce que je n'ai pas parlé de ce à quoi vous faites allusion. Laissez-moi d'abord dire les réalités à Bangui. Donc, l'hôpital communautaire, qui effectivement est un hôpital très sollicité et qui fournissait déjà des services sur la base des équipements, de l'appui que CICR a apporté. CICR a réfectionné le bloc opératoire, a rangé l'hôpital. À un moment donné, vous allez à l'hôpital communautaire, c'était l'hôpital le plus propre. Et il le demeure, plus ou moins. Et avec sur l'argent de l'État, il y a eu une radio digitale. Sur l'argent de l'État, le service de traumatologie a été doté d'un amplificateur de brillance. C'est un appareil, une sorte de radio, mais qui permet de travailler sur les fractures, disons, de visu en direct, alors que cet appareil n'existait pas. C'est l'État qui a acheté, ce n'est pas les partenaires. Hein. Et donc, il y a aussi, avec l'État, l'université, des étudiants, des spécialistes qui ont été formés. On a aujourd'hui 3 ou 4 traumatologues à l'hôpital communautaire. Est-ce que depuis que vous êtes à la tête de ce ministère, est-ce que vous constatez que l'État vous donne suffisamment de moyens pour pouvoir faire face à cette éducation nationale? Le budget de l'État le plus élevé, donc sectoriel, est la santé. D'accord. Après l'éducation nationale, c'était la santé. Donc c'est quasiment la priorité. C'est la priorité, c'est la priorité. Ce n'est pas la défense, la sécurité, monsieur le ministre? Oui, la défense, bien sûr. C'est la priorité, je suis d'accord avec vous sur le plan social. Oui. C'est la santé et l'éducation. Hein? C'est la santé et l'éducation. L'État donne ce qu'il peut, mais l'État donne aussi à travers les ressources mobilisées, à travers les partenaires. Donc, depuis 2016, le nombre de partenaires qui nous appuient ne cesse d'augmenter. On a le Fonds mondial qui a amené 171 millions d'euros. Maintenant, on a la Banque mondiale qui amène presque 100 millions d'euros. On a Gavi, on a d'autres partenaires. On a des ressources. Et tout ce travail est un travail patient, opiniâtre de mobilisation qui a commencé à porter et qui nous permet aujourd'hui de dire que donc la situation du système de santé va en s'améliorant. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière sur le manque ou la carence des médecins dans le système. Je vais d'abord finir par la situation des difficultés. Je vais parler de l'infrastructure et du plateau technique. Je vais parler des financements. Vous avez parlé de financement. Il y avait effectivement un problème de financement. Et vous savez, ce problème de financement a été aussi aggravé par les effets adverses des crises, dont les aspects, les considérations géopolitiques, etc., qui ont amené les communautés internationales à retirer ses moyens, à retirer son appui à la République centrafricaine. Les appuis budgétaires ont été coupés. Il y a même la santé a été aussi touché de ce secteur-là, de ces mesures. Et donc l'État continuait de financer avec ses propres moyens, avec quelques partenaires multilatéraux qui ont bien voulu continuer, comme la Banque mondiale, comme le système des Nations Unies et le Fonds mondial. Il y a la sécurité, bien sûr. Il y a quelques
Bien sûr, la situation, la sécurité s'est beaucoup améliorée, mais on a encore des poches d'insécurité à l'est du pays, hein, qui n'empêchent pas de mener des actions de santé. C'est avec des accès, des crises épisodiques qui peuvent, bien entendu, empêcher les campagnes de vaccination, mais la sécurité continue d'être, à un certain degré, un problème à l'est du pays. Et donc, je le disais, la géopolitique. La géopolitique, c'était là. Il y a l'écosystème qui est un défi. On est dans une zone de climat intertropical, favorable aux infections. Et donc, à la survenue d'épidémies et tout. Donc, voilà globalement l'ensemble des défis auxquels on fait face. Okay. Alors, j'aimerais revenir effectivement sur cet aspect de manque de personnel au sein de votre département, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes. Est-ce que vous pensez que les pays occidentaux récupèrent les médecins centrafricains pour qu'on en arrive là, ou c'est tout simplement les gens ne sont pas formés dans les facultés de médecine? Il y a les deux. Les deux. La production des médecins a été ralentie, hein, mais tout en étant la composante de formation qui a un peu survécu aux crises, puisque la formation des médecins a continué, mais ralenti. Aujourd'hui, avec donc la pacification du pays, donc le fonctionnement, les activités de formation, les activités universitaires se sont normalisées. Et aujourd'hui, donc le rythme de formation des médecins a été rétabli. Et je peux dire que c'est la catégorie de personnel qui est disponible sur l'étendue du pays. Pour la première fois, toutes nos sous-préfectures sont dotées de médecins, hein, grâce au gouvernement et au budget de l'État, mais aussi avec l'appui des partenaires en réponse à l'appel qui a été lancé aux partenaires par le président de la République. Même dans des zones d'insécurité, et ça, il faut louer le patriotisme de nos jeunes compatriotes. Hein, beaucoup de médecins ont même quitté les ONG pour aller à Djema, à Samouandja, à Zangba, dans des endroits qui sont difficiles. Donc on a des médecins partout. Mais on a des géants à pied d'argile parce qu'on a des médecins, mais pas d'infirmiers, et pas de sages-femmes. Alors, au terme de ratio, je voulais savoir, il y a combien de médecins pour combien de population en Centrafrique, selon les données que vous avez? C'est un médecin pour 100 populations, comme ça se passe... Oui, des fois aussi on le qualifie de c'est par 10 000 habitants. Oui. Bon, on n'a pas encore fait ce calcul. On n'a pas encore fait ce calcul parce que la situation n'est pas très stable. Nous sommes en train de faire une énumération, un inventaire du personnel avec l'appui de l'OMS. Nous sommes en train de faire maintenant une sorte de recensement du personnel de santé. On sera même, d'ici fin juin, on sera même de répondre à cette question. Mais de façon générale, le personnel qualifié, comme je vous l'ai dit, c'est 7 par 10 000 habitants. Et bien entendu, la situation des médecins doit être bien en ça, même si il est mieux que les autres, la proportion devrait être meilleure comparé à d'autres catégories de personnel de santé. On va avancer. Alors, vous avez, comme beaucoup de ministres de la Santé, été confrontés à l'épidémie Covid. Et donc, nous voulons savoir comment vous l'avez gérée, parce que c'était très difficile, cette épidémie. Et, donc, comment vous l'avez gérée? Parce que chaque pays l'a gérée à sa façon. Réponse à votre question sur l'infrastructure sanitaire, en termes d'amélioration. L'amélioration a été marqué, comme vous le savez, par la création d'un certain nombre de structures spécialisées. On a l'hémodialyse, qui est très important, qui est fonctionnel. On a même des compatriotes qui vont passer leurs vacances, qui sont sous hémodialyse, qui vont maintenant passer leurs vacances en République centrafricaine. On a le centre d'imagerie qui marche très bien. On a un hôpital des grandes anémies, on en parlera, qui est créé. Et on a à l'hôpital communautaire le service de gynécologie maternité qui a été réhabilité avec l'appui de MSF. Actuellement, on est en instance de démarrer les travaux de réhabilitation de l'hôpital de l'Amitié. Et beaucoup de nouvelles constructions sont prévues, hein, notamment en faveur des femmes et des enfants. Juste pour
compléter cela. Et Exactement. le centre national hospitalier universitaire a été réhabilité. Nous avons commencé à doter ce centre de nouveaux services super spécialisés. Par exemple, nous avons un service de neurochirurgie qui vient d'être créé. Alors, pour répondre à votre question concernant les ressources humaines, est-ce que c'est l'exode ou bien les problèmes de formation dans les facultés. Donc, j'ai répondu au problème de formation. L'exode est une partie, mais ce qui est un phénomène important, l'exode a été un problème, disons, les années précédentes. Les fuites de cerveau de ces médecins. Même en période de paix. Oui. Mais curieusement, tous nos jeunes médecins, la plupart qui vont à l'extérieur apprendre reviennent. D'accord. Même ceux qui ont des spécialités qui les auraient causé, les auraient amenés à plutôt préférer de travailler dans un pays comme la France, ils refusent de rester pour le parti par patriotisme. C'est pour ça qu'on a le centre d'hémodialyse, on a 4 néphrologues qui sont rentrés et travailler alors qu'ils ont eu des propositions alléchantes. Dans notre pays, on a ce jeune chirurgien à qui on a demandé de rester en France ou en Chine, mais il est rentré et son service est maintenant fonctionnel. Alors, on est en train d'arriver au terme de cet échange. D'abord, avant de poser ma question, alors, donc, il y a mon pour le confrère qui, voilà. Oui, le Covid, j'ai géré le Covid, mais en fait, le Covid a été géré par le président de la République. C'était une gestion de très haut niveau, avec l'implication du président de la République et de tout le gouvernement, de tous les secteurs. C'était une gestion multisectorielle à travers un comité de crise présidé par le président de la République et qui impliquait tous les secteurs, tous les partenaires et la communauté. Donc, comme je le disais à l'entame de cette émission, vous êtes de passage à Paris, vous avez pris part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation en matière de vaccins. Quelles ont été les principales annonces et décisions qui ont été prises lors de ce forum? Ce forum porte essentiellement sur l'équité. L'équité en matière d'accès aux médicaments et aux vaccins, particulièrement aux vaccins. Et donc, il s'agit aujourd'hui, le Covid justement a révélé cette équité, cette inéquité, les besoins en vaccins. Donc, 20% de la consommation du monde en vaccins sont attribués à l'Afrique. Mais il n'y a que 2% de ces besoins qui sont produits en Afrique. Et comme vous le savez, lors de la crise de Covid, les pays occidentaux producteurs de vaccins ont confisqué ces vaccins-là d'abord pour leur population. Oui, tout à fait. Les pays africains ont reçu ces vaccins bien tardivement. Et de cela, les chefs d'État, à travers l'Union africaine et quelques pays amis comme la France, qui se sont joints à eux, ont décidé d'une initiative spéciale, le COVAX, qui a permis de résoudre 60% des besoins de vaccins. Mais aujourd'hui, cette même initiative, cette même volonté d'équité a amené à la décision de promouvoir la production locale de vaccins en Afrique. Pourtant, d'autres compatriotes vous reprochent de signer des documents avec des organisations dans le domaine de vaccins. Non, mais je crois que... Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, c'est une confusion. Oui. C'est une confusion, c'est une confusion. Le vaccin reste le moyen le plus sûr de prévenir des maladies. Malheureusement, bien sûr, il est scandaleux de constater que malgré l'existence de ces vaccins, nos enfants meurent et nos femmes meurent encore beaucoup des maladies évitables par le vaccin. Et donc, parmi les priorités établies par le président de la République, énoncées dans ce qu'on appelle les 10 domaines d'impulsion présidentielle, l'élimination des maladies transmissibles par l'immunisation est l'une des priorités. Et pour nous, le vaccin est une priorité et la prévention, de façon générale, est une priorité pour le président de la République. Il coûte moins cher de vacciner les enfants et d'éviter des maladies que de soigner. Que de soigner et même de perdre, bien sûr, parce que c'est le coût de ne pas prévenir. Donc ceux qui parlent les anti-vaccins, notamment, sont des gens qui ne comprennent rien dans le vaccin. Ils ne comprennent rien, ils sont... Mais il faut les rassurer, monsieur le ministre. Mais oui, je les rassure. Et nous, en République centrafricaine, bien sûr, on est aussi en fait, affecté par la campagne anti-vaccin qui émerge dans le monde, mais la République centrafricaine, le centrafricain est très lucide.
Il y en a quelques-uns, surtout ceux qui sont en Occident, qui se croient très intelligents, qui sont malheureusement pris dans le tourbillon de... Vous pensez que ce sont des complotistes? Bon, je ne veux pas parler de complotistes, ils ne savent pas ce qu'ils font, tout simplement. Alors, je ne veux pas parler de complotistes, ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un vaccin. Et ils remettent en question l'éthique médicale, l'éthique professionnelle. Et c'est inacceptable de dire que des vaccins qui ont été préqualifiés, acceptés par l'OMS, par des comités qui viennent de plusieurs nations, des grands scientifiques, qui sont des personnes qui sont épris donc d'une certaine équité, puissent accepter de faire administrer des poisons. Pour paralyser nos enfants, les rendre handicapés, c'est ça? C'est ça la crainte en fait. C'est une accusation irresponsable. Ok. Alors, lors de cette rencontre également, vous avez mis en lumière, les participants ont mis en lumière la nécessité de réinventer dans les vaccins négligés, tels que celui contre le choléra. Quelle est votre stratégie pour lutter contre ces maladies dans votre pays, notre pays? Lors de ce sommet, le président Macron a annoncé une grande initiative pour justement rendre disponible le vaccin contre le choléra. Et je crois que cette initiative est déjà effective, puisque le choléra devient une menace de santé publique dans le monde. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, à un moment donné, le vaccin contre le choléra n'était plus disponible. Et comme l'a dit le président Macron, une seule firme fabriquait ce vaccin, ce qui fait qu'il était rare. Aujourd'hui, donc, on en est à la diversification et ce vaccin va faire l'objet d'une importante initiative. Le choléra, c'est d'abord une question d'hygiène. C'est une question d'hygiène et donc, c'est d'abord la meilleure manière de prévenir le choléra. C'est l'hygiène. Et comme vous voyez, chez nous, la prévention est au cœur donc, de la politique du président de la République qui a, par exemple, mis en place le Quaticodro, qui est une initiative... Tous les samedis, les Centrafricains doivent descendre dans la rue, nettoyer. Les gens n'ont pas encore totalement compris. Oui. De plus en plus, les Centrafricains comprennent. Mais ce Quaticodro, ce n'est pas un zèle politique gratuit. Travaux communautaires, littéralement. L'exemple à la population qu'elle doit d'abord compter sur elle-même avant de compter sur l'extérieur. Et le premier déterminant de la maladie, de la bonne santé ou de la mauvaise santé est le comportement de l'individu. La santé commence d'abord par les individus et par la communauté. Et le premier déterminant de la maladie et du mauvais état de santé ou de bon état de santé, c'est le comportement. Et c'est ça la base de la prévention. Pour conclure en 30 secondes, quel message souhaitez-vous adresser à nos concitoyens concernant les perspectives de santé et les efforts du gouvernement pour améliorer leur bien-être en dehors du Quaticodro? Non, je dois simplement rassurer que le président de la République est très engagé et toutes les promesses qu'il a faites, toutes les déclarations qu'il a faites concernant la santé vont se réaliser. Et vont se réaliser. C'est une question de temps. Il fallait, devant la détérioration, la dévastation du système de santé due aux crises donc, qui ont marqué notre pays pendant plusieurs décennies, il fallait mobiliser les ressources. Et donc, c'est ce travail qui a été fait tout en agissant. Aujourd'hui, je peux garantir qu'on a mobilisé, ça ne sera pas suffisant, hein, mais on a mobilisé assez de ressources pour changer de façon significative la donne, particulièrement en faveur de la mère et de l'enfant. Il s'agit pour le président de la République de faire chuter la mortalité maternelle infantile et de gros investissements sont faits dans ce sens tout en améliorant le plateau technique. Et en termes de ressources humaines, qui est notre priorité aujourd'hui, c'est la construction, mais également le recrutement même du personnel étranger pour venir dans une période de transition améliorer la qualité des soins tout en formant le personnel. Merci beaucoup, Dr Somsé. Je rappelle que vous êtes le ministre centrafricain de la Santé et de la Population, ancien haut fonctionnaire dans les organisations internationales telles que l'OMS. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et d'avoir apporté aussi des contributions à cet échange dans l'émission À vous de convaincre. C'est moi de vous remercier. Surtout beaucoup d'éclaircissements pour, voilà, exactement, envers les populations.
Nous avons le plaisir pour cette deuxième partie de recevoir Dr Omar Ba, ministre de la Santé en Guinée-Conakry, bien entendu. Oui. Docteur, monsieur le ministre, merci d'être venu pour cette édition. Et je suis accompagné par M. Karasoli. Kara, bonjour. Bonjour, Roka. Merci d'être là pour cette édition. Je me tourne vers vous pour savoir un tout petit peu sur l'état des lieux, des infrastructures sanitaires dans votre pays. Bonjour à tous. Je ne retiens pas vos noms. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez afin de m'exprimer un petit peu sur l'état des lieux du système de santé de mon pays, mais éventuellement aussi de l'Afrique, du continent. Je dis merci à nos téléspectateurs aussi. Tout à fait. D'avoir bien voulu prendre le temps pour nous regarder. regarder. Alors, pour nous, la Guinée, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest de 245 857 000 km², qui a obtenu son indépendance le 2 octobre 1958. C'est un pays qui est très riche en ressources minières et tout. D'ailleurs, on qualifie la Guinée de scandale géologique et aussi de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. C'est chez nous que beaucoup de pays dont les rivières ou les fleuves ont pris leurs sources, là, c'est chez nous. Alors, pour revenir un peu au système de santé de notre pays, globalement, ça va, parce que nous parvenons quand même à gérer plus ou moins les cas de maladie. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que depuis le 5 septembre 2021, date de prise de responsabilité du CNRD sous le leadership du président de la République, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, il y a une volonté, un engagement politique d'améliorer le système de santé. Donc, d'ailleurs, il y a des valeurs du CNRD, la refondation de l'État, la rectification institutionnelle, refondation de l'État, la moralisation de la gestion de la chose publique. Donc la santé a été ou est encore une priorité du président de la République et de toutes les autorités. Et qu'est-ce qui a été fait juste après la prise de responsabilité? Nous avons pensé un peu à l'assainissement du secteur, surtout le secteur pharmaceutique, parce qu'on ne peut pas parler de système de santé sans médicaments. Et vous savez que presque le monde aujourd'hui est confronté à un trafic de faux médicaments. Donc immédiatement, les autorités ont décidé de nettoyer d'abord. Il faut nettoyer et penser maintenant à innover, parce que la Guinée était considérée comme étant la plaque tournante, la porte d'entrée des faux médicaments pour les pays de la sous-région et même au-delà. Parlons de faux médicaments, en fait, de faux médicaments dans le système sanitaire chez vous. Est-ce que vous pensez que dans les hôpitaux, il y a eu ces trafics de faux médicaments, où il y a eu de vols ou des, comment dirais-je, de pillage des médicaments pour les marchés noirs? Avant le 5 septembre 2021, le pays, comme je vous l'ai dit, était considéré comme étant la plaque tournante de faux médicaments. Et on avait toutes sortes de médicaments qui entraient en Guinée, des conteneurs et des conteneurs. D'ailleurs, plus de 300 conteneurs ont été saisis, le contenu a été incinéré. Et peut-être un peu plus loin, je vous dirai un peu qu'est-ce qui a été retrouvé dans ces conteneurs-là. Et si un pays est inondé par assez de faux médicaments, forcément ces médicaments peuvent se retrouver dans le circuit normal. Donc rien ne garantissait que ces médicaments n'étaient pas manipulés même par les professionnels de santé. Donc ce qui fait que rapidement... Est-ce que c'est la position géographique de la Guinée qui favorise tout cela? Bon, peut-être pas forcément, parce que vous savez que nos frontières sont poreuses. Oui, il y a aussi forcément le fait que ce soit un pays qui a une entrée par la mer. Donc du coup, ça peut aussi favoriser. Mais la responsabilité des autorités a fait que finalement, on a pu stopper cela. Donc aujourd'hui, pendant que je vous parle là,
aucun conteneur de faux médicaments ne peut transiter par le port de Conakry. Ça a été quand même un résultat apprécié par le monde depuis le 5 septembre. Parce que dans ces conteneurs, nous avons trouvé du tramadol. Vous savez, le tramadol, par exemple, c'est un médicament à usage détourné. On a trouvé du tramadol dosé à 225 mg. Et aujourd'hui, ce sont des médicaments qui ont provoqué une addiction que les gens utilisent pour... C'est les antidouleurs. Oui, ça aide, bien entendu. Oui, mais, il faut la prescription du médecin, en tout cas. Une prescription, mais quand on trouve des dosages aussi élevés, 225 mg, c'est quand même exorbitant. Ça veut dire que ce n'est pas destiné à un malade, c'est destiné à autre chose pour d'autres fins. Tout à fait. Donc ça a été retrouvé dans les conteneurs. On a trouvé des antipaludiens, des médicaments. Vous savez que l'Afrique, quand même, c'est un des continents qui est victime du paludisme. On a assez de décès dus au paludisme. On a le Plasmodium falciparum qui est mortel. Et si maintenant les médicaments qui sont utilisés pour la prise en charge du paludisme ne sont pas des médicaments qui sont efficaces, forcément ça peut aussi augmenter le taux de mortalité. Donc, du coup, il y a des médicaments, des antipaludiens qui ont été retrouvés. Après contrôle de qualité, ces médicaments n'avaient aucune substance active. Autre chose, il y a eu du sildenafil. Le sildenafil, vous voyez, ce sont des aphrodisiaques aussi fortement dosés. Donc c'est 200 mg. Ça, on n'avait pas retrouvé ailleurs. Et le fait même de prendre 2 comprimés de 200 mg, vous vous retrouvez avec 400 mg dans le sang. Est-ce que le cœur va continuer à fonctionner avec? Pas forcément. Sans compter que les effets que cela peut entraîner, le viol. Aujourd'hui, même les cas de viol ont beaucoup baissé. Il y a assez de choses qu'on peut expliquer par rapport à ce trafic de faux médicaments. Les conséquences, parce que vous savez, elles sont économiques, financières et tout. La jeunesse, par exemple. Vous savez, le trafic de faux médicaments... Oui, mais monsieur le ministre, quelle est la mission que vous êtes fixée pour arrêter tout cela, tous ces fléaux, en fait, qui gangrènent la société? Non, l'objectif, c'est d'améliorer le système de santé du Mais pays. vous avez pris quelles mesures pour pouvoir arrêter tout ceci? Non, il y a un mécanisme qui a été mis en place. D'abord, c'est d'interdire l'importation. Donc, ça n'entre pas au niveau de toutes les frontières, frontières aériennes, frontières terrestres, maritimes et tout. Il y a une surveillance très accrue. Donc ces médicaments n'entrent pas de façon, il y a une législation qui est là. Peut-être que comme l'Afrique est souvent victime, pas forcément de l'élaboration des textes. Les textes, ils sont bons, ils sont élaborés, mais l'application. Donc aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, les médicaments n'entrent pas comme avant. Donc, et aussi, il y a une loi pharmaceutique qui, plus ou moins, est en train d'être appliquée. Donc ça, je pense que c'est un acquis. C'est depuis des décennies d'ailleurs. Le gouvernement passé essayait de mettre fin à ce trafic, mais c'est seulement maintenant qu'on est arrivé à ce résultat. Kara, alors, docteur Ba vient de poser les bases de cet échange. Alors, les faux médicaments qui inondent les marchés, y compris les marchés noirs en Afrique. Absolument. Il n'y a pas que la Guinée. Tout à fait. On peut citer tant d'autres. Tant d'autres pays, le Nigeria, qui est très connu pour ça. Oui. Et je suis persuadé, comme il l'a dit Monsieur le ministre, que ça vient par conteneur. Donc ça veut dire que ce n'est pas fabriqué en Guinée. En fait, c'est un réseau bien organisé. Exactement, ça vient de l'étranger. Comment faire face à tout cela en fait? Vous pensez que les autorités africaines... C'est les législations, parce que maintenant ça a beaucoup baissé dans beaucoup de pays, parce qu'au début il y avait des pays qui avaient malheureusement cette réputation d'avoir le Nigeria. J'ai parlé du Nigeria, mais il y a également le Bénin, le Cameroun, voilà. Et ce sont des pays... Je ne suis pas en train de mettre en cause ici les États africains. Qui sont connus pour ça. Oui. Donc, il a eu le courage, hein, Monsieur le ministre, de parler pour son pays, que c'était une forte plaque tournante de ces faux médicaments. Et bien maintenant, donc, ils ont mis des législations en place pour lutter efficacement contre ce fléau. Donc, je pense que maintenant, ils sont en mesure de pouvoir le gagner. Je voulais juste lui demander, parce que mon confrère qui vous a parlé de l'état des lieux des infrastructures. Voilà, des infrastructures. Donc j'ai lu que l'hôpital national de Donka et hôpital universitaire de Conakry, le plus grand d'ailleurs du pays, et également donc, que le Conseil national de la transition avait décidé aussi de construire 2 autres hôpitaux et nationaux qui
sont donc Ignace Dine équipés, qui sont aussi des hôpitaux qui sont aussi des grands hôpitaux. Mais vous avez décidé aussi de construire des hôpitaux dans les régions. Par exemple, Zérékoré, Cancan et également donc, à Labé, voilà, entre autres. Donc, où en est-on avec ces initiatives? Oui, justement. Vous savez, comme je l'ai dit, à partir du 5 septembre 2021, la santé a été considérée comme étant une priorité. C'est d'ailleurs une volonté du président d'améliorer de façon drastique le système de santé, améliorer la qualité des services. Donc il y a des réformes ponctuelles, il y a des réformes structurelles. Il faut des réformes ponctuelles rapidement pour sauver le maximum de vies. Et pour la pérennisation, il faut des réformes structurelles. Donc pour ce qui est par exemple des infrastructures, la Guinée, nous avons une pyramide, un système pyramidal. Le ministère de la Santé est représenté jusqu'au dernier village pratiquement, s'il faut le dire, parce qu'on a d'abord les postes de santé, les centres de santé améliorés, les hôpitaux préfectoraux, les hôpitaux régionaux et maintenant les hôpitaux nationaux dont vous faites allusion. Donc on a l'hôpital national d'Onka, on a l'hôpital national Ignace Dine, on a l'hôpital du Kipi dont vous parlez. Et aujourd'hui nous avons des projets de construction d'hôpitaux. D'ailleurs les travaux ont commencé pour les différentes régions du pays. On a 4 hôpitaux régionaux qui doivent être construits. Les travaux ont déjà démarré. Donc ces hôpitaux seront construits, mais on a d'autres hôpitaux aussi qui doivent être construits, même des centres de santé améliorés. Parce qu'on a, en fonction de la carte sanitaire du pays, c'est de voir en fonction de la démographie où est-ce qu'il faut implanter un centre de santé, où est-ce qu'il faut implanter un poste de santé ou un centre de santé amélioré, un hôpital régional. Et en ce moment, ce projet-là continue, il y a des constructions qui sont en cours. D'ailleurs, un des objectifs, c'est d'achever toutes les constructions que nous avons démarrées. Et les hôpitaux régionaux, là, ça suit déjà le cours normal. Sous peu, on aura ces hôpitaux. Comme ça, on pourra couvrir l'ensemble du territoire national. OK. Alors, quels sont les principaux défis auxquels vous vous confrontez? Bon, les défis, c'est un peu comme... peut-être après, il faut penser aux ressources humaines, comme dans tous les pays pratiquement. Il n'y a même pas que les pays africains, où le personnel essaie de migrer vers des pays où... Ah, donc, vous voulez dire qu'il y a des fuites de cerveau, enfin, oui, des médecins guinéens? Là, il y a toujours des fuites de cerveau, mais... Ils sont mal payés, c'est quoi? Pourquoi ils partent? Non, pas parce qu'ils sont forcément mal payés, mais vous savez, toujours on cherche à gagner beaucoup plus. Mais il y en a aussi qui ont cet esprit de patriotisme, d'intégrité, malgré les conditions. Ils se disent qu'ils vont rester, ils préfèrent rester chez eux. Parce que quand on opte pour la médecine, on n'opte pas pour s'enrichir. Même si on doit s'enrichir, ce n'est pas par le matériel. Oui, c'est un service. Voilà, c'est un service social. Oui. On est là, on a opté pour la médecine, c'est pour sauver des vies. Donc il y en a, malgré toutes les conditions qu'on leur crée ailleurs, à l'étranger, ils préfèrent rentrer chez eux. Mais comment oui, monsieur le ministre, j'aimerais savoir, parce qu'il y a beaucoup de médecins africains, pour ne pas citer le cas de la Guinée, qui préfèrent travailler dans le privé, dans les cliniques, que de travailler dans les hôpitaux publics. Comment encourager ces médecins à revenir dans les hôpitaux publics? Oui, nous sommes en train d'échanger aujourd'hui avec nos compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, même dans la sous-région ou même ici en France, pour voir dans quelle mesure ils peuvent rentrer, aider. Ou même de façon périodique aller apporter des soins aux populations. Et nous sommes en train de voir réellement dans quel cadre on peut les faire rentrer. Ils vont rentrer, ils vont occuper les hôpitaux et sauver des vies. Parce que c'est ça, on a opté pour la médecine, pour sauver des vies, pas pour s'enrichir forcément. Donc ça, c'est en cours et nous avons vraiment de l'espoir parce que même ici, on a échangé récemment avec certains de nos compatriotes qui sont là en association et ils ont manifesté leur volonté quand même de rentrer. Il y en a qui ont déjà leur clinique ici, mais eux, ils ont dit qu'ils pourront rentrer parfois, pas de façon définitive, mais de façon périodique, aller à l'intérieur du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est de pouvoir déployer le maximum de personnel à l'intérieur du pays, au plus près des populations.
la santé communautaire, pour nous, c'est vraiment une priorité aussi et un objectif à atteindre à tout prix, parce qu'on a compris que 80% des problèmes de santé peuvent être résolus au niveau communautaire. Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là pour que nous ayons des médecins bien formés dans tous les centres de santé du pays. Comme ça pourrait désengorger les hôpitaux nationaux, les hôpitaux régionaux. Exactement. Kara, il y a d'autres communautés qui s'organisent pour envoyer, par exemple, des lits d'hôpitaux, des matériels médicaux dans d'autres pays. Est-ce que c'est le cas de la communauté guinéenne en France ou ailleurs? Oui. Est-ce que vous êtes en contact avec ces associations qui s'organisent pour renflouer ces hôpitaux-là avec ces matériels? Régulièrement, nous avons des demandes de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, qui veulent envoyer du matériel médical. Et l'État aussi achète du matériel. Pendant que je vous parle, on a suffisamment de matériel qu'on doit déployer à l'intérieur du pays. Peut-être c'est dans 2 semaines. Mais comment faites-vous pour les accompagner, pour ne pas payer les frais de douane, en fait, pour que aujourd'hui nos téléspectateurs guinéens qui nous suivent, qui sont en train de collecter, par exemple, ces matériels-là, pour ne puissent pas payer les droits de douane une fois que c'est arrivé là, c'est une question un peu de fiscalité et tout, mais je pense que tout ce qui est don, il y a des facilités. Je ne pense pas qu'il y ait des difficultés pour tout ce qui est don. Si c'est vérifié, avéré que ce sont des dons, je pense qu'il y a des facilités pour que ça soit... que ça arrive à destination et surtout que ça soit utilisé de façon très judicieuse au bénéfice des populations. Oui, alors, Monsieur le ministre, est-ce que, par exemple, la Guinée, qui est en Afrique de l'Ouest, est-ce que vous avez des conventions avec d'autres hôpitaux des pays voisins pour pouvoir évacuer vos malades, comme ça pour éviter que certains patients viennent en Europe et qui est assez coûteux? Est-ce que vous avez, avec les autres pays de la sous-région, des conventions pour pouvoir soigner les malades guinéens, d'une part, et d'autre part aussi, est-ce que vous avez également, surtout en parlant de financement d'infrastructures de santé, est-ce que vous avez finalement des organisations, par exemple comme le FMI, la Banque mondiale, sur qui vous comptez pour pouvoir financer vos investissements en matière d'infrastructures médicales? Est-ce que vous avez des soutiens, que ce soit sous forme de prêts ou d'aide? Oui, pour le moment, pour ce qui est des évacuations, il y a des malades qui, à leurs frais, ils peuvent sortir, aller se soigner dans certains pays de la sous-région. Il y en a qui préfèrent venir en Europe. Mais aujourd'hui, l'État voudrait que le maximum de malades se soignent localement. Parce que parfois on peut venir à l'extérieur pour quelque chose qu'on aurait pu traiter localement. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est une priorité du président de la République, c'est d'abord assainir et surtout rétablir la confiance entre les populations et le système de santé. Vous savez, c'est un peu partout en Afrique. Chez nous, quand quelqu'un est malade, pas forcément en Guinée, la première destination, généralement, c'est la France. Vous savez un peu comment c'est tous les pays francophones. Exactement. On va là où on considère que le plateau technique est beaucoup plus performant, le personnel est beaucoup plus qualifié, alors qu'il y a ces pathologies, je pense qu'on peut mieux les gérer chez nous en Afrique, surtout les maladies tropicales et autres. Mais là, je suis sûr que sous peu, nous allons réduire de façon significative le flux d'évacuation sanitaire vers l'extérieur du pays. Pour ce qui est de l'appui, nous avons des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans tout le processus pratiquement d'amélioration du système. On a tous ceux que vous venez de citer là, on a ces partenaires qui sont chez nous en Guinée et qui sont un peu partout dans les pays africains et qui accompagnent les États à améliorer le système de santé. Monsieur le ministre, en tout cas, nous arrivons au terme de cet échange. Alors, comme je le disais à l'entame de cette émission, vous êtes de passage à Paris pour participer au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation en matière de vaccins. On aimerait savoir quelles ont été les principales annonces et décisions qui ont été prises, qui vous ont plu, ou qui ne vous ont pas plu, non, d'ailleurs, avec votre partenaire Gavi. Oui, en fait, justement, on vient de participer à ce forum, forum
sur la souveraineté et l'innovation vaccinale. Vous savez, nous avons tous traversé la période de Covid, la pandémie à Covid-19, et cela quand même nous a permis de se dire quelque part, mieux vaut garder pour soi. Parce que c'est comme ça les gens, les autres pays, on a compris que tous les pays n'ont pas pu avoir la même accessibilité au vaccin. Il n'y avait pas d'équité face à l'accessibilité. Donc il y a des pays, les pays producteurs ont plutôt favorisé leur peuple à nous autres qui ne produisions pas. Donc, je pense que tout est parti de là. Il fallait rapidement penser à une souveraineté vaccinale, à une souveraineté d'ailleurs sanitaire. C'est vrai qu'on a une souveraineté politique aujourd'hui. Et vous réclamez aussi la souveraineté monétaire, bien entendu. Bon, peut-être comme je ne suis pas fiscaliste ni économiste, exactement. Mais nous voulons une souveraineté sanitaire. Et pour cela, il faut qu'on produise localement. Il n'y a pas que les vaccins. Même les médicaments, il faut qu'on les produise. Les produits de santé en général, il faut qu'on les produise. Il faut qu'on produise les seringues, les gants, tout ce qui accompagne le soin. Je pense que tout est parti de là. Et ici, pour ce qui est du forum, il était question de lancer l'accélérateur pour la production des vaccins en Afrique, parce que vous voyez un peu les statistiques par rapport au taux de productivité des vaccins, ce n'est pas tout significatif, mais aussi lancer la campagne de collecte de ressources pour Gavi, pour la période 2026-2030. Est-ce que votre partenaire Gavi met en avant, comment on appelle la tradie médicinale en fait, comment on appelle la médecine traditionnelle, il va dire. Est-ce que vous avez mis ça au cœur du débat? Bon, les écorces, je ne sais pas, voilà, comme on le fait chez nous au village. Bon, c'est vrai que... vous voulez que ça soit tous modernisé en fait. Nous n'avons pas échangé avec Gavi en la matière, tout ce qui est médecine traditionnelle, mais nous déjà, au sein du ministère, nous avons une direction qui s'occupe de la médecine traditionnelle. On ne peut pas tout jeter, alors on essaie de voir, contrôler tout ce qui est bon, on utilise ce qui est moins bon, on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut en faire, mais... le plus important, ce sont les réglementations et puis leur application. Exactement. Pour ce qui est de la vaccination, vous voyez, il faut d'abord aller vers la prévention. Et la prévention, c'est la vaccination. Et c'est un investissement. Un enfant qui est bien vacciné, c'est un adulte qui est en bonne santé. Exactement. Et un adulte en bonne santé, la productivité commence par là. La rencontre, en fait, a également mis en lumière la nécessité de réinvestir dans les vaccins négligés. Je voulais parler de là, tel que celui contre le choléra. Quelle est votre stratégie pour lutter contre ces maladies dans votre pays? Nous avons déjà une direction qui s'occupe de beaucoup de programmes. Et ces programmes travaillent dans ce sens-là. Et nous avons un programme élargi de vaccination. Nous avons une agence nationale de sécurité sanitaire en cas d'épidémie pour qu'elle puisse réagir rapidement. Pour nous, il y a des petits gestes aussi. Tout n'est pas forcément médical. Il y a des petits gestes. Il faut juste impliquer la société civile, impliquer les leaders religieux, les leaders d'opinion en général, pour que la population soit associée. C'est-à-dire, si la population est convaincue des mesures préventives, je pense qu'on pourra mieux la protéger. Oui, Monsieur le ministre, donc en dehors de la santé, le président Doumbouya donc, a ouvert beaucoup de chantiers, parce que nous suivons ce qui se passe dans les pays africains, et donc concernant les infrastructures, les routes, et donc on voit que ça bouge de partout. La Guinée est en grand chantier en ce moment. Est-ce que vous croyez que tous ces chantiers aboutiront et qu'aujourd'hui, les Guinéens qui commencent à apprécier leur pays et également à apprécier le travail qui se passe actuellement. Et est-ce que vous croyez que vous allez jusqu'au bout, ça va aller jusqu'au bout? Bon, je pense qu'aujourd'hui, la volonté qu'il affiche et la détermination, je pense que ces deux pourront nous accompagner. Je préfère souvent parler du ministère de la Santé et de ce qui se passe dans le système de santé. Je vous ai parlé de faux médicaments. C'est avec lui qu'on a pu le faire, avec le président, son engagement et sa détermination. Sinon, c'est depuis des décennies, tout le monde en parlait.
on avait du mal à nous retrouver, même dans les rencontres internationales, en la matière de santé, parce que la Guinée était tout le temps qualifiée comme étant la porte d'entrée des faux médicaments. Au-delà de ce trafic de faux médicaments et même des pratiques illégales, il n'y a pas que le trafic de faux médicaments. Les pratiques illégales pour les cliniques clandestines, les cabinets clandestins, les laboratoires, tout ce qui est lié au système de santé, à la gestion de la vie humaine. Aujourd'hui, il y a un regard, on est en train de travailler sur des projets de loi pour criminaliser toutes ces pratiques illégales. Au-delà de cela, pour ce qui est de ce forum-là, il y a des résultats qui ont prévalu à notre invitation à ce forum. Alors, avant quelque temps, on était à 95% de rupture en vaccin traditionnel. Oui. C'est avec lui, aujourd'hui, on est à 0% de rupture. Donc, et on n'a pas une seule rupture. Quelles sont les actions immédiates que vous prévoyez de prendre suite à ce forum pour améliorer le système de santé en Guinée? Non, déjà, on est dans un processus d'amélioration. Vous avez déjà parlé de beaucoup de chantiers qui sont ouverts, c'est pareil. C'est lui qui a parlé. Hein. Non, mais c'est comme si... Non, c'est comme si... on est dans le processus, c'est comme si lui-même était en Guinée. Oui. J'étais un peu... Mais bon, comme le journaliste, il fait des recherches aussi. Absolument. Mais on est en chantier. Oui. On vient de signer le plan d'adhésion à l'initiative pour l'indépendance vaccinale. Cette adhésion va nous permettre d'acquérir des vaccins en quantité et en qualité, et surtout à un prix abordable. Et quand on aura tout cela, mais on pourra vacciner les enfants. Comme je vous l'ai dit, c'est un investissement. Un enfant vacciné, c'est un adulte en bonne santé. Et avant, on était à 95% de rupture en vaccin traditionnel. Premier pays au monde. Nous avions le nombre d'enfants, 0 dose, des enfants n'ayant jamais eu une dose de vaccin à la naissance. On avait le nombre le plus élevé parmi les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inverser cette donne-là. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça c'est vrai. J'ai lu, effectivement, ce que vous dites est vrai. Voilà. Donc ça, pour nous, on continue. On vient d'organiser une campagne de sensibilisation. Le Premier ministre est le champion de la vaccination. Je suis allé avec lui jusqu'à l'Abbé, comme vous le savez, centaines de kilomètres, je ne sais pas combien à des centaines de kilomètres, pour lancer cette campagne-là. Et on est à 71% de districts sanitaires. Alors, donc ça, c'est alors qu'on était à 29-30. Malheureusement, on me sifflote dans les oreilles comme nous arrivons au terme du débat. Alors, vous avez 30 secondes. J'aimerais savoir en 30 secondes, quel message souhaitez-vous adresser à vos compatriotes, à vos concitoyens concernant les perspectives de santé et les efforts du gouvernement pour améliorer leur bien-être? Ce que je peux demander à mes compatriotes, c'est d'accompagner le gouvernement. Quand on parle de développement, c'est d'abord la santé. Si nous sommes autour de cette table, c'est parce que nous sommes en bonne santé. C'est d'accompagner le gouvernement. Et ceux qui sont là, ils n'ont qu'à rentrer, ils n'ont qu'à participer au changement positif de notre système de santé. Parce que le gouvernement a la volonté de le faire. C'est ce qui fait que nous avons obtenu tous ces résultats en si peu de temps. Il y a un sacrifice qui est en train de se faire. Il faut qu'ils participent à ce sacrifice-là pour qu'ensemble, qu'on puisse améliorer le système de santé de notre pays au bénéfice de nos populations. Pendant qu'ils sont là, qu'ils n'oublient pas qu'il y en a qui sont là-bas aussi, qui sont dans le besoin. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Je rappelle que vous êtes Dr Omar Ba. Vous êtes ministre de la Santé en Guinée-Conakry. Merci à toi, Karasoli. Merci beaucoup, Roka. Voilà, de la partie pour cette émission, édition spéciale. Nous avons reçu Dr Somsé, ministre de la Santé en République centrafricaine, et Dr Ba, ministre de la Santé en Guinée. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci et prochainement pour un nouveau numéro. Nous disons aussi merci à notre directeur technique, Romain Klikodomec, et à très bientôt pour un nouveau numéro.